Ce podcast s'adresse à tous ceux qui appliquent tout ce qui se trouve sur Internet. Ladies and gentlemen, attention please, about to start the show, better take your seats. Les 4 plus gros mythes qu'on peut voir sur Internet. Bonjour, je me présente Samuel Damour, je suis un passionné de l'entraînement, mais non seulement ça, tout ce qui touche de près ou de loin, la nutrition, le mindset, comment aller chercher son plein potentiel. En fait, j'ai décidé de créer ce podcast-là, c'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, mais aussi pour préserver notre santé le plus longtemps possible, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. En fait, aujourd'hui, je reçois Jay qui est entraîneur avec moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder les 4 plus gros mythes qu'on peut voir sur Internet. Des fois, la gratuité puis les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est bon. Donc, restez avec nous, on va rentrer dans le vif du sujet à l'instant. Donc salut, moi c'est Jérémy, comme je viens de me faire présenter, je suis entraîneur avec Sam. Fait qu'aujourd'hui on va parler des 4 plus gros mythes qu'on peut voir sur Internet. Donc on va commencer ça avec un que j'entends le plus souvent, c'est la perte de poids sélective. Je sais pas si toi c'est quelque chose que tu entends tout le temps, mais moi à chaque client… Qu'est-ce que tu veux dire par perte de poids sélective? Perte de poids sélective, c'est le principe par lequel, si par exemple, je te donne un exemple, si tu fais un programme d'abdos, tu vas perdre ton poids au niveau de tes abdominaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ben c'est faux, clairement c'est faux. En fait, ce que tu veux dire, c'est que quand tu cibles un muscle en particulier, mettons pour une perte de poids, c'est ce qu'on voit sur Internet, ça veut dire que tu vas perdre du poids juste là. Oui, c'est ça. Exactement. Okay. Souvent, les gens, les entraîneurs sur Internet vont te faire un plan, un programme qui te dit fais ça premièrement 7 fois semaine, puis tu vas perdre ton gras de ventre, puis il te donne des exercices d'abdos. Déjà là, gros problème, 7 fois semaine, des abdos, on sait qu'on essaie d'avoir des repos entre les muscles, des journées de repos entre justement entraîner le muscle. Puis ensuite, est-ce que c'est vrai que tu vas perdre, c'est ça, ton ventre à cause que tu fais des abdos? Non, pas du tout. Même principe souvent, je ne vise pas une population en particulier, mais certaines populations plus âgées, en fait, vont vouloir perdre le gras dans les triceps. Fait qu'ils vont être surpris que, par exemple, je ne leur donne pas d'exercice de bras, pas d'exercice de biceps, pas d'exercice de triceps. Par contre, comme je l'ai mentionné sur ma chaîne, ça ne marche pas comme ça. La perte de poids, c'est un déficit calorique. Dans le fond, c'est que tu vas manger moins. Puis tu vas faire plus d'exercices physiques, fait que de cette façon-là, tu vas perdre du poids, tu vas être en déficit calorique à la fin de la journée. Donc ça, tu vas perdre du poids. Mais malheureusement, on ne peut pas dicter où on perd notre poids. C'est comme les gens, justement, si c'était aussi facile, on le ferait tous. T'sais. On perdrait, il n'y aurait plus de bédaine dans le monde, on ferait juste des abdos puis on perdrait notre bédaine. Mais tu sais, ça ne fonctionne pas comme ça. Fait que ce que tu veux dire, c'est que quand les gens ils veulent baisser leur poids ou justement diminuer leur gras, c'est pas en faisant un muscle, un entraînement ciblé justement sur un muscle en particulier qu'ils vont pouvoir descendre leur poids. J'aime pas dire, moi, perte de poids, parce que perdre, je trouve que c'est négatif. Fait que j'ai toujours descendre le poids, diminuer la graisse. Fait que ça serait plus, justement, comme tu dis, c'est en étant en déficit calorique, justement, qui va être le plus bénéfique. Exactement. Okay. Globalement, c'est le déficit calorique qu'on vient chercher. Puis oui, c'est vrai qu'avec des exercices d'abdos, tu peux être en déficit calorique. Si tu fais juste des abdos, bien, ça va brûler des calories pareil. Mais ça se peut que tu fasses juste des abdos et que ça brûle des calories dans tes fesses, dans tes jambes. C'est juste... Mettons, là, pour toutes, j'essaie, souvent les madames sont comme « Moi, je veux perdre mon gras de babaille », ils disent ça. Ou les filles, ils disent ici, l'entrecuisse. Fait mettons, pour ces madames-là en question, peut-être même ces messieurs-là, ça serait quoi le conseil que tu donnerais? Écoute, le conseil, c'est ça, comme on l'a mentionné, c'est une alimentation qui est équilibrée, on va en revenir tantôt, puis une dépense calorique, donc un entraînement quelconque. Ça peut être du cardio, ça peut être des circuits, mais tout ce qu'on veut, c'est vraiment essayer d'avoir une dépense calorique pour qu'à la fin de la journée, tu sois en déficit calorique, c'est-à-dire que tu ailles manger moins de calories que ton corps peut en dépenser, soit par l'exercice physique puis par le métabolisme de base aussi. Cool. C'est bon? Yes, ça c'est le premier. Deuxième. Ouais. Et deuxième point, là c'est ça, j'ai dit qu'on allait en reparler, les fameux régimes et diètes restrictives qui t'empêchent de justement manger les nutriments que tu veux manger. Par exemple, on en connaît plein, il y en a plein. J'ai des clients qui m'ont dit qu'ils étaient sur des diètes à moins de 1000 calories, ce qui est absurde. Aussi, il y a les diètes keto, où il y a les jeûnes intermittents. Donc, je mange le matin, puis je mange pas pendant 18 heures le reste de la journée. Sur papier, c'est très bon. Sur papier, ça a l'air bon. En fait, tu y vas, mettons, si on prend l'exemple de keto, sur papier, c'est génial. Tu enlèves les glucides, tu perds du poids, tu fonds. Qu'est-ce qui arrive? Tu arrêtes les glucides. Donc, ton corps, il fait juste brûler la réserve de glycogène que tu as dans ton corps. Puis le glycogène, 1 gramme de glycogène qui est ta réserve de glucides dans le corps, de glucose dans le corps. Fait que 1 gramme de glycogène est associé à 4 grammes d'eau.
Fait que visuellement parlant, tu fonds littéralement. Tu es comme, ah, ben ça fonctionne. Mais qu'est-ce que tu perds? Tu perds tes réserves, tu perds de l'eau, tu perds ta masse musculaire aussi parce que tes muscles ont besoin de glucides pour justement fonctionner, pour se régénérer. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fonds. Puis là, ça a l'air super, mais de un, c'est pas soutenable. Tu peux pas faire ça à l'année longue parce que ton cerveau a besoin de glucides, c'est le carburant de ton cerveau. Donc, tu peux pas faire ça à l'année longue. Donc là, après, quand tu abandonnes, tu vas reprendre des glucides et même plus parce que tu es comme tanné. Ton corps, il te dit comme à l'aide, je veux que tu manges, tu comprends? Fait que c'est juste un processus où, justement, tu en parles souvent dans tes vidéos, il n'y a pas de mauvais ni de bons aliments, on va en revenir tantôt, mais c'est l'équilibre. Puis c'est pas en te privant d'un nutriment au complet. Tu sais, les nutriments existent pour une raison. S'il existe, c'est parce que tu en as besoin dans ton corps. Chaque nutriment a une fonction, fait qu'on peut pas juste se priver d'un nutriment puis espérer que ça fonctionne comme ça, tu sais. Moi, j'aimerais ça justement que dans un autre podcast, qu'on démystifie ou qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de la diète keto, qui est une diète justement cétogène, riche en gras, faible en glucides, puis protéines en fait équilibrées. Parce que souvent, moi je me tiens neutre, je m'abstiens de tout commentaire parce que souvent, les gens qui font des diètes cétogènes sont vendus comme keto all-in, all the way. Je respecte ça. En fait, si ça fonctionne pour eux, c'est bien. Mais comme je te dis, moi, je veux m'abstenir de tout commentaire parce que je veux pas me faire lancer des patates ou des roches parce que des patates, ils en consomment plus. Mais j'aimerais vraiment ça, justement, qu'on dédie un podcast à ça parce que je pense que ça vaut la peine de rentrer dans le vif du sujet parce que, tu sais, je suis quand même actif beaucoup sur les réseaux sociaux, puis il y a juste comme sur Facebook une publicité que j'avais mis, puis justement il y a une femme qui a commenté comme quoi qu'elle faisait la diète cétogène, puis qu'elle avait descendu son poids de 80 livres, puis que justement elle mangeait plus de glucides, puis qu'elle était heureuse là-dedans. Puis il y a un long débat là, de à peu près, je te le dis, au moins comme 50 commentaires. Là, le monde, il se bâche sur ma page. Puis là, moi, je veux pas m'introduire là-dedans. Mais on dirait que c'est vraiment comme c'est quasiment comme une secte. Tu sais, les gens qui sont cétogènes, c'est bon, ça fonctionne. Est-ce que c'est soutenable à long terme? La vérité, c'est qu'on va en reparler dans un podcast, mais j'aimerais ça qu'on dédie un podcast à ça parce que pour vrai, il y a beaucoup de gens, je pense aussi, qui ont des interrogations par rapport à ça, parce que tu sais, en entendre parler, ça marche, ça fonctionne, justement, les gens, ils descendent leur poids vite, mais c'est quoi les effets ou justement, peut-être, c'est quoi qui suit par rapport à ça? Fait que, on en reparlera. Il y a un paquet d'informations liées à ça. Ça serait intéressant justement de dédier un podcast juste sur ça. Bon, prochain podcast sur la diète. Écoute, ou cétogène. C'est une très bonne idée, ça. Cool. Bon, on finit le podcast là. Donc, OK, continue. C'est bon. Fait que le troisième point, qui là, on sort de tout ce qui est alimentation, diète, on y va plus avec quelque chose que j'entends souvent en musculation, c'est les étirements. La place des étirements dans l'entraînement. Il y en a qui le font au début, il y en a qui le font à la fin. Mais là, ce que je vois souvent sur Internet, c'est que les étirements à la fin va faire en sorte que tu vas avoir moins de courbatures le lendemain. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, non. Puis c'est étonnant parce que, ben, tu sais, moi aussi, avant mes études, je croyais longtemps qu'il faut s'étirer après un entraînement si on veut moins de courbatures. Mais tu sais, les étirements, c'est un gros sujet qui est rempli de mythes. Comme pour commencer, il y en a qui s'étirent avant l'entraînement. Mais qu'est-ce que tu veux faire avant un entraînement? Tu ne veux pas étirer ton muscle pour le préparer à la contraction. C'est deux mouvements inverses. Ce qu'on veut faire, c'est contracter ton muscle, l'échauffer pour que lorsque tu commences ton entraînement, il soit prêt et disponible. Tu sais, si tu fais un étirement avant un entraînement, il va être le contraire de prêt. Donc déjà ça, on enlève ça. C'est un échauffement avant l'entraînement. Maintenant, après l'entraînement, c'est ça, j'entends moins de courbatures. C'est quoi une courbature? C'est des micro-déchirures aux muscles dues à ton entraînement. Maintenant, dis-moi, si tu étires une micro-déchirure, ça sonne comment dans ta tête? Ça sonne que c'est pas fait pour aller... ça va pas l'un, va pas avec l'autre. Exactement. Tu sais, si on étire une micro-déchirure, il y a des bonnes chances que tu aies plus de courbatures le lendemain ou le même nombre. Mais il n'y a aucune chance que tu en aies moins. C'est vrai que les étirements, c'est un soulagement momentané. Ça fait du bien. Tu sais, tu t'étires après un entraînement, tu le sens, là, ça fait du bien. Sauf qu'est-ce qu'au long terme, c'est une bonne idée? Est-ce que le lendemain, tu vas avoir moins mal à cause que tu t'es étiré? Non. Fait que ça serait quand l'idéal pour s'étirer? Bien, ça dépend vraiment de l'objectif derrière l'étirement. Tu sais, si tu veux t'étirer pour augmenter ta souplesse, bien là, à ce moment-là, tu peux te réchauffer.
tu te réchauffes, tu réchauffes tout ton corps par un cardio, puis tu fais une séance juste d'étirement. Comme ça, tu vas améliorer ta souplesse. Fait qu'il n'y aurait pas d'entraînement en soi. Ça serait, ce que tu conseillerais, si je comprends bien, corrige-moi si je me trompe, ça serait de, si tu veux t'étirer, si tu fais une séance juste d'étirement. Si tu veux t'étirer pour la souplesse, oui. Okay. Mais si tu veux t'étirer après ton entraînement, c'est pas dangereux. Tu peux le faire. Si sur le moment, ça va donner un soulagement que tu veux sur le moment, momentané, justement, fais-le. Mais espère pas que tu ailles moins mal le lendemain parce que ça, c'est pas vrai. Okay. Donc, tu sais, les gens qui sont comme... Ah, puis il y a aussi des gens qui ont des courbatures le lendemain, puis ils veulent s'étirer maintenant. Ça non plus, ça sert à rien. Si ça peut te soulager sur le moment, tant mieux, mais ça te soulagera pas pour demain. Puis mettons que tu as des courbatures, justement, tu sais, que tu te sens en tête, que tu as mal. C'est quand est-ce le meilleur pour t'étirer? C'est-tu, mettons là, qu'on fait une journée de jambes, je fais un exemple, le lendemain, j'ai mal aux jambes, à pu finir, j'ai de la misère à marcher. Est-ce qu'il faut que je m'étire? C'est quand le meilleur moment, en fait, pour s'étirer? Bien, le meilleur moment, c'est ça, pour s'étirer, ça dépend de l'objectif. Mais tu sais, le lendemain d'un entraînement, si tu as mal, étire-toi pas. Ce que ton muscle a besoin, c'est pas d'un étirement, c'est pas d'une contraction, c'est d'un repos. Okay. Puis je dis un repos, idéalement, c'est un repos sans anti-inflammatoire, fait que sans glace et sans ibuprofène. Parce que ce qui arrive, c'est que pourquoi tu as mal, c'est que le processus inflammatoire dans ta jambe est venu s'installer. Pourquoi? Parce que tu as des micro-déchirures, puis ton corps se dit « Ah, je dois réparer ça ». Le processus inflammatoire, c'est le processus de réparation, remodelage musculaire. Fait que si tu prends un ibuprofène, c'est anti-inflammatoire, tu enlèves le processus inflammatoire. Donc, ce que ça fait, c'est que ça ralentit ta convalescence dans ce cas-là. Je comprends. Donc, c'est sûr que c'est tentant de prendre des ibuprofènes pour... Tu sais, prends des ibuprofènes si tu n'es pas capable de bouger puis tu vas travailler. Mais si tu es capable de ne pas en prendre, c'est toujours mieux de ne pas en prendre. Puis, petite question pour toi pendant qu'on est dans ce sujet-là. Tu sais, des fois, il y a des gens, justement, qui ont des courbatures suite à un entraînement. Est-ce que c'est bon de faire, on va dire, j'ai fait des jambes, comme je disais, le lendemain, j'ai mal aux jambes. Si je refais des jambes, est-ce que c'est bon pour justement comme enlever, tu sais, des fois, les gens font « Ah, j'ai mal à un muscle, je vais en refaire comme juste pour enlever la tension. » C'est-tu bon, ça, ou... Idéalement, je les laisserais tranquilles. Les muscles. Tu sais, tu vas pas faire jambes, tu sais, comme on l'a dit, tu vas pas faire un muscle une journée après l'autre parce que tout simplement, ton muscle a besoin de repos. Fait que si tu veux juste, tu as le droit de faire une journée de cardio qui involve un petit peu les jambes. Fait aller courir, tu sais, tu peux faire ce genre d'exercice-là, mais il faut que tu essayes de limiter les grosses contractions au niveau des jambes. Fait que ce serait mon conseil à ce moment-là, prendre du repos. Là. C'est surtout les jambes qui font mal après. OK, cool. Parfait. C'est bon? Puis là, le quatrième point, on va vraiment vers un point qui englobe alimentation et musculation, c'est les bons et les mauvais. Donc, j'entends les bons et les mauvais aliments, les bons et les mauvais exercices. On va commencer par aliments. Les bons et les mauvais aliments, je sais que tu en parles souvent sur ta page. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais aliments selon toi? Bien, moi, je pense que quand tu es en modération, ça c'est une autre chose aussi que sur mes réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui se lancent pour faire des commentaires ultra constructifs que j'adore, bien sûr, puis que je prends la peine de répondre avec un beau sourire. Je pense que, tu sais, avec modération, tu peux manger de tout. Sauf que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des aliments que, en termes de valeur nutritive, il y en a qui sont moins bons que d'autres. Mais si je réponds à ta question, je pense que quand on mange en modération, on peut manger de tout, puis je suis encore 100%, je m'affirme à 100%. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, c'est exactement, tu as soulevé 2 points qui sont intéressants. L'équilibre, la modération de 1, et de 2, les valeurs nutritives. Il y a des aliments qui sont plus intéressants que d'autres au niveau nutritif, mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas leur place? Si je te donne un exemple, si on parle d'équilibre, si je te mange un petit bol de chips vs 3 livres de bleuets, lequel va m'apporter plus de calories au final? Fait que je comprends que les chips sont moins intéressants que le bleuet, par exemple, au niveau nutritif, mais rendu là, est-ce que c'est vrai de dire qu'il y a bon et mauvais? Il faut arrêter de comme mettre les aliments, c'est ça, mettre dans une catégorie. Il n'y a pas de démon. Mettons, le glucide, c'est pas un démon. C'est un nutriment comme les autres à ce moment-là. Fait que ça, c'est vraiment ça. Puis, à l'opposé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des super aliments? Parce que là, c'est ça, c'est de plus en plus à la mode. Justement, l'exemple du bleuet, qui est un super aliment antioxydant, il faut le manger pour la santé. Puis, est-ce que c'est vrai aussi? Non. Au final, un aliment, c'est un aliment. Ils ont une valeur nutritive. Puis, il faut essayer de tout manger en équilibre, tu sais. Fait que c'est ce que tu conseillerais au monde, dans le fond. Si je comprends bien, ça serait de manger... Dans le fond, je vais faire un résumé, tu me diras si ça fait du sens. Pour les gens, mettons, qui veulent diminuer leur poids puis qui veulent justement diminuer leur graisse, il faut être en déficit calorique,
premièrement. Puis, en déficit calorique, ne veut pas nécessairement dire te priver de tout. Ça veut dire que tu peux manger tout ce que tu veux en modération tant que tu es en déficit calorique. Est-ce que ça fait du sens un peu? C'est-tu un peu ça si on met ça vraiment là, à la base? Ça a du sens. Généralement, c'est comme ça. T'sais, on s'entend que le déficit calorique ne doit pas être trop gros parce que sinon, tu vas manquer de chaque nutriment. T'sais, on doit aussi adapter le déficit calorique avec la personne. Puis habituellement, on ne veut pas comme 1000 calories de déficit au niveau de l'alimentation, mais oui, ça ressemble à ça. Cool. Mais je pense que pour vrai, je pense que j'ai l'impression que tu avais d'autres points à apporter puis tout. Puis tu vois, une autre idée de podcast, on pourrait faire une version 2 de rajouter peut-être 1, 2, 3, 4 autres mythes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il y en a plein. Est-ce que tu en avais d'autres en tête pour une future capsule à venir? Écoute, il y en a vraiment plein des mythes. Là. Il y a le fameux no pain, no gain. Tu fais un entraînement, puis si ça fait pas mal, ben tu n'as pas de gain. Ça, c'est totalement faux. Il y a tellement de choses, là, justement. Ce que j'entends souvent aussi, on peut pas manger avant de dormir. Est-ce que c'est vrai, tu sais? J'aime ça parce que je sens vraiment que tu as une frustration puis que tu veux la partager. J'adore ça parce que j'ai l'impression que tu veux passer ton message. Là, puis, mais c'est bon parce que les gens qui vont écouter ça, ils vont comprendre pourquoi. Puis peut-être qu'il y en a qui ne comprendront pas. Puis on va juste continuer à faire des capsules sans arrêt. Comme ça, nous autres, ça nous donne la job puis on est heureux. C'est ça, on partage l'information à ceux qui veulent écouter rendu là. Cool. Fait que version 2.0 pour les mythes sur Internet puis aussi podcast sur diète cétogène. Ça, voilà. C'est nos futurs sujets à venir. Donc, Jay, pour les gens qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, quelle plateforme que tu es plus actif? Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est lequel? Moi, c'est vraiment Instagram. C'est sur Instagram ça se passe. Encore une fois, ma page va être dans la description. Donc, faites juste me suivre ou me poser des questions. Vraiment, je suis vraiment ouvert à toute question rendue là. Et que ça ressemble à ça. Puis, dans la spécialité, dans quoi que tu te spécialises, c'est quoi pour les gens qui nous écoutent? Si justement, ils veulent savoir si t'es la bonne chaussure à leurs pieds, c'est quoi, perte de poids, prise de masse, c'est quoi ta spécialité? Ça ressemble à ça, tu l'as dit, perte de poids, oui, mais beaucoup plus prise de masse. Tu sais, moi, ça fait comme 6 ans que je fais ça, de la prise de masse quand même, puis je me suis beaucoup informé. Je faisais mes recherches bien avant de justement être dans le bac. Fait que honnêtement, prise de masse, je pense que ça serait vraiment mon... T'es-tu autant à l'aise? Parce que souvent, prise de masse, moi, je fais référence aux gars. Est-ce que tu es aussi à l'aise avec les femmes ou tu es plus à l'aise avec les gars? T'as-tu une préférence? Écoute, moi, le processus reste le même. T'sais, la prise de masse, c'est la prise de masse. Peu importe le sexe, le genre, je m'en fous. Au final, ça revient au même. C'est comme, dans le fond, c'est soit tu manges une pizza avec des ananas ou une pepperoni fromage, ça reste une pizza. On peut dire ça. Mais on n'aime pas, nous autres, les ananas à la pizza. Fait que, guys, j'espère que vous avez apprécié le podcast. Puis, en fait, il va être disponible sur toutes les plateformes. YouTube, Spotify, Instagram, pour ceux qui ont un iPhone balado. Puis aussi, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube qui est Samuel D'Amour. Donc, si vous avez des suggestions, que vous avez des interrogations, que vous voulez qu'on touche d'autres sujets, rentrez en contact avec nous directement. Si vous avez un objectif quelconque à atteindre, que ce soit la prise de masse, la perte de poids, même chose, rentrez en contact avec nous. Puis on se dit à bientôt.